Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, on fait un podcast Evergreen, un nouveau mot que j'ai appris qui veut dire intemporel. Merci Vincent de m'éduquer. C'est à ça que ça sert, le trio. Si Vincent est capable de m'éduquer, il est probablement capable de vous éduquer. Et c'est pas parce que je vous regarde de haut, c'est simplement que c'est un bon professeur. Moi, je dis qu'on aurait dû enregistrer la partie antichambre là, juste avant qu'on commence. J'estime qu'il y avait plusieurs millions en poursuite. Pour dommage, en tout cas. C'est ça. C'est la raison pour laquelle il y a des choses qui doivent rester. Mais il n'y a même pas de paywall qui peut gérer ça. Non, il n'y a pas de paywall qui peut gérer ça, malheureusement. Non, il y a Ben pas écoute, de si paywall. quelqu'un est prêt à payer 2 millions de dollars pour écouter ce qu'on a fait avant, moi, je suis prêt à prendre ma retraite du podcasting pour toujours. Ouais, c'est vrai. À 2 millions dans un compte à 5% par année, c'est un revenu d'à peu près 100 000 par année que tu fais là. Fait que, OK, peut-être. Oh, oui, c'est ça. Ça compense pour, mettons, si t'as pas d'MBA de Oxford. Là. C'est que... donc, OK, on a des slides en plus, c'est encore mieux. Oh, il y a des slides, man. Bien fait ça, Vincent. Écoute, je suis toujours la méthode des rochers. Exact. Les gens aiment Pierre? Non, c'est pas vrai. T'es jaloux de Pierre, c'est pas pareil. Non, je suis sa méthode. J'aime mieux mon branding à moi. Ouais, c'est ça. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, on va parler de prohibition aujourd'hui. Un sujet qu'on a déjà abordé par la bande à un moment donné. Je me souviens plus, mais ça fait vraiment longtemps. Là. On avait parlé Yann avait parlé d'une place à l'Amalbé, où je ne sais pas trop, qu'il y avait un bar. Ah oui, le bootlegger. Oui, je me souviens. Ouais, c'est ça. Là. Ah, je pense le bootlegger. C'est quand on avait fait l'épisode où on parlait de bootlegger and Baptist. Là. Je pense que c'était ça. Oui, c'est les États moralisateurs. Oui, exact. Donc, mais là, tu voulais parler aujourd'hui plus précisément de ça, donc dans le fond de la période de la prohibition, parce que c'est ça, ça me revient à cette heure qu'on met le sujet. Là. On en avait parlé à cause, entre autres, qu'il y avait eu un référendum là-dessus au Canada où la seule province qui avait voté contre la prohibition, c'était nous autres, si ma mémoire est Vive bonne. le Québec libre! Ouais, dans ce temps-là, aujourd'hui, tu fais un truc de même, puis tu aurais genre des chroniqueuses dans le journal qui feraient « T'as besoin de ça, ta petite bouteille? » Mais écoute, mais avant que tu commences, Vincent, juste vite fait pour Antoine, il m'a dit qu'il allait renouveler sa pub avec nous, fait que je la fais gratis aujourd'hui. Les leçons du passé, tome 1, le piège du confort d'Antoine Bernier. La raison pourquoi il va revenir en publicité avec nous très rapidement, c'est qu'il a finalisé son tome 2. Il m'envoie ça par la poste, justement. On va avoir des copies à faire tirer éventuellement pour les auditeurs Patreon. Fait que le tome 2 s'en vient rapidement. Fait que si tu n'as pas commandé ton tome 1 et tu ne l'as pas lu encore, dépêche-toi parce que là, tu vas avoir le goût de lire le tome 2 bientôt. Là. Ça s'en vient. Fait que on achève les pubs du tome 1, les pubs du tome 2 s'en viennent rapidement. On peut se permettre un peu d'auto-promo aussi, tant qu'à être rendu. Exactement, je m'en allais faire une petite syncope. Donc, Vincent, juste avant qu'on rentre dans le sujet, comment ça se passe là, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est quand même plusieurs semaines plus tard, là, mais ceux qui sont sur Patreon qui vont nous entendre soit vendredi ou la semaine prochaine, je ne sais plus où on est dans le compte. Là. Mais comment ça va, les ventes du livre, la réception? Tu as été dans le top 100 pendant une couple de jours quand même, du top 100 Amazon au Canada? Yep. On enregistre, pour faire la référence, on enregistre le jour du pire moment de l'histoire du monde, c'est-à-dire la Révolution française. On est le 14 juillet.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant qu'à mettre du monde en crise. Tant qu'à faire chier du monde, on y va. On tapoche sur le pire moment de l'histoire. Donc, la Révolution française. Mais aujourd'hui, 14 juillet, j'ai franchi littéralement aujourd'hui 400 copies. Donc, il y a 400 copies qui ont été vendues. Et étrangement, il y a des gens qui ont décidé d'acheter la paire, donc autour du libéralisme et du grand rattrapage au déclin tranquille. Il y a à peu près une quarantaine de copies du grand rattrapage qui se sont vendues. Donc, c'est à peu près ça l'état des choses. J'ai reçu quelques autres donations pour Éduque ton député. Donc, on va pouvoir instruire 35 illettrés du libéralisme. On en a déjà 20 qui ont reçu les copies. Donc, on est capable de se rendre à, je pense, 35. J'ai oublié le montant. Je n'ai pas regardé ce matin, mais on était dans les 30. Okay? Donc, il y a à peu près une trentaine de députés qui vont pouvoir recevoir une copie du livre. Ça inclut Marois Risky qui a reçu sa copie. J'ai eu quelques confirmations de députés libéraux qui ont aussi reçu leur copie. Donc maintenant, ils n'ont plus d'excuses. Et ça va bien. Ouais. On espère qu'on n'était pas obligé au préalable de faire une campagne « Apprends à ton député à lire ». Parce que on va partir du principe qu'ils sont capables de lire un bouquin de ce type-là. Mais est-ce que tu penses que, tu sais, dans le temps que le complot a commencé, là, avec Pierre Lemieux dans l'appartement à Montréal et qui étaient 4 autour de la table en train Des de hommes parler, blancs. des 4 hommes blancs autour d'une table en train de parler, si tu leur avais dit que dans quelques décennies, à l'aide d'un podcast et de quelques interventions de radio, on pourrait vendre, dans le temps de le dire, presque 500 copies d'un bouquin théorique sur le libéralisme. Penses-tu qu'il t'aurait cru? Non, écoute, je me souviens, l'Institut avait sorti en 2003 une traduction du livre de Johann Norbert qui était plaidoyer pour la mondialisation capitaliste. Et, juste le titre, man, tu t'as incroyable. crevé tes pneus de char. Mais on achète ça où, ça? En fait, tu peux encore le retrouver. C'était aux éditions Saint-Martin, une maison que je pense franchement que Michel Galli-Gagnon a créée. J'ai toujours eu un doute parce que j'ai jamais retrouvé la maison d'édition. C'est avec eux que je voulais aller au début avant de prendre la maison Accent Grave pour du grand rattrapage. Je ne l'ai jamais retrouvé. Donc, je pense que c'était pour vrai une maison qui a été créée pour un livre. Pour un livre. Non, mais ça avait quand même vendu, je pense, 1000 copies apparemment, quelque chose comme ça. Et ils avaient réussi à break-even parce qu'ils n'avaient pas pris de subvention, bien sûr. Et ils avaient réussi à break-even avec 1000 copies. Puis ça inclut le coût de la traduction, parce qu'il fallait le traduire de l'anglais au français. Donc, 1000 copies. Puis ça, c'était avec une grosse campagne de pub. L'auteur était venu, je pense, à Montréal. L'idée qu'un livre par Amazon qui se vend à 18,99, 19,99, qui n'est pas en librairie, qui n'est pas disponible en dehors des quelques réseaux qui poussent pour ça, c'est assez impressionnant, oui. Puis je pense pas qu'on aurait été capable de comprendre ce qu'on décrit comme livre aujourd'hui. Oui, puis il n'y a pas eu de lancement physique avec une conférence, puis toutes ces affaires-là que si ça avait été en personne, ça aurait probablement pu aider encore. Fait que c'est entièrement à distance par les nouveaux moyens. Oui, puis je pense que c'est la voie de l'avenir. Là, on fait un test, puis il y en a un autre qui s'en vient en octobre. Bon, ben écoute. Toi aussi, tu as décidé de taquiner le péquiste, hein? Ben, c'est pas juste le péquiste. Moi, je ne discrimine pas. Non, c'est sûr. Tout le monde est égal. Tout le monde est égal dans... Comment est-ce qu'il y a un gars qui a décidé d'être sur mon cas, là, dans ma condescendance? Il a utilisé une belle manière de décrire mon arrogance. J'ai fait la gaffe la semaine passée de décrire mon nom sur X. Et les caribous, ils m'aiment beaucoup. Oui, c'est ça. C'est ce qui est le bien, c'est qu'ils savent reconnaître leur père. C'est ça qui est. Donc, ça me fait mal, frère. Donc, la grande prohibition. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Ah non, ça existait-tu pour vrai, des barils de cette grosseur-là? Ben, j'espère. Ouais, man, c'est des barils, là. Remarquons les deux réponses qu'il y a eu. Vincent, ben oui, c'est tout à fait normal. J'ai vu de l'histoire. Frank, j'espère, Chris! Hey, c'est tout qu'il y a des barils, ça. Là. Ça t'en dit beaucoup sur des fois, les petites réponses subtiles laissent entendre énormément sur la personnalité d'une personne. Mais écoute, ce que je voulais parler, c'est que le livre, en fait, c'est ce qui m'a prompté de proposer ça comme podcast. C'est un livre de Jason Taylor qui s'appelle The Brew Deal,
qui parle pas de comment la prohibition a commencé, mais comment est-ce qu'elle s'est terminée. OK. Puis, en le lisant, je trouvais que c'était bien plus facile. C'est des choses que personne ne parle, en fait. Vous savez, il y a bien du monde qui leur demande, c'est quand que la prohibition était aux États-Unis, ils vont dire les années 20. Ils vont comprendre, si s'ils le savent, que c'était par une forme, que ça avait été écrit dans la Constitution. Ils vont penser à la criminalité qui est associée avec ça, mais il n'y en a aucun. Al Capone, je Ils pense. vont penser à Al Capone. Ils vont peut-être penser au vieux film avec Klein, j'oublie son prénom, mais qui avait fait avec Sean Connery puis Andy Garcia, The Untouchables, Incorruptible en français. Ils vont penser à ce film-là. Donc, ils vont avoir un peu de mélange de fiction puis de faits historiques qui s'entremêlent entre eux, mais ils vont rien savoir de la fin de la prohibition. Puis ça, même moi, ce que je savais, puis c'est un petit peu honteux de ma part parce que je veux dire, c'est ma job d'être historien économique. Ce que je savais, c'était très sommaire. Donc, tout ce que je savais, c'est qu'il y a eu un amendement constitutionnel qui est le 21e amendement qui a été proposé en 1933. Ça dans la Constitution. Oui, ben en fait, tu as 2 amendements dans la Constitution. Tu as le 18e et tu as le 21e. Le 18e instaure la prohibition. Le 21e renlève la prohibition. Ils ont mis la prohibition dans la Constitution des États-Unis. Arc. Yep. Arc. C'est pour ça que quand je dis souvent qu'il faut plus que juste un morceau de papier, parce qu'une constitution, ce n'est qu'un morceau de papier, c'est l'ensemble de contraintes qui est importante. Mais à cette époque-là, le mouvement prohibitionniste était définitivement en avance. Ils avaient une capacité organisationnelle exceptionnelle. Ça venait de qui, le monde qui ne voulait pas boire comme ça? Ben en fait, écoute, on va commencer avec ça parce que pour en venir à parler de la fin, parlons du début. Écoute, l'histoire de la prohibition, fondamentalement, ce que c'est que tu as toujours eu des mouvements de tempérance aux États-Unis et qui commencent très tôt. La raison, c'est que l'alcool aux États-Unis est exceptionnellement cheap relativement à tout le reste. Les États-Unis sont capables de faire des grains. Des grains, c'est de l'alcool. Si tu es capable de faire des grains, tu es capable de faire des spiritueux. Mais ce qui est particulièrement populaire aux États-Unis, c'est le whisky. Le whisky est très cheap. Tu peux retrouver des textes que pour un tiers de journée de travail, tu pouvais t'acheter une bouteille au complet en 1830, disons, des choses comme ça. Donc, c'est ça. Et la consommation des Américains, les statistiques sont un peu dodgy à l'époque, mais si tu essaies de faire des choses comparables à travers le pays, les Américains boivent peut-être 2 à 2,5 fois plus que l'Européen moyen. Donc, ils boivent énormément d'alcool. Même plus que les Allemands. Ça a toujours été dans la culture allemande de boire beaucoup de bière? Ben, la différence, c'est que si tu y vas au litre de liquide, tu vas trouver que les Allemands boivent beaucoup, mais en termes de teneur en alcool, les Américains buvaient énormément. Donc, tu as beaucoup de sévices aux États-Unis qui apparaissent. Et on est dans les années du Far West. Je veux dire, tous les films un peu western qui ont été tournés, ça n'a pas tout été inventé, ces affaires-là. Les saloons avec le whisky qui est versé au comptoir puis en grande quantité, ça a déjà existé. Oui, puis les États-Unis ne sont pas un pays de bière avant la fin du 19e siècle, quand des immigrants allemands, polonais... Ils sont encore sur la Budweiser, ils ne sont jamais devenus, en fait. Là. Ben, l'idée de la fin de la fin de la prohibition, ça explique pourquoi la bière aux États-Unis, c'est les bières qu'on connaît. Parce qu'il y a plein de gens... C'est ça, dans la fin de la prohibition, tu apprends vraiment sur comment est-ce que les Américains boivent aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils boivent, comme ils boivent maintenant. Parce que historiquement, les Américains boivent des spiritueux. Vers la fin du 19e siècle, tu as l'arrivée d'immigrants allemands, mais pas juste allemands, de d'autres communautés, dans laquelle la bière est très favorisée. Et tu as une industrie de la bière qui apparaît aux États-Unis à cette époque-là, dans plusieurs États, notamment tous les États où il y a des Allemands, donc le Wisconsin, le Minnesota, Upstate New York. Les brasseries commencent à apparaître et tu vois les premières marques comme Pabst, qui est la bière Pabst Blue Ribbon. La bière et là, on fait plaisir à Acid Blais. Là, c'est ça. Ah, mais la Pabst, à part, j'avais jamais goûté avant de vivre aux États-Unis en passant. Je n'aime pas la bière et je la trouve plaisante à boire. Pour vrai, là, elle n'est pas déplaisante à boire. Veux-tu te confier un secret?
sais, quand on était TQ. À moi, puis tous tes auditeurs. C'est ça, exact. C'est comme écrire un secret dans le devoir. Tu sais, quand on était TQ, là, puis les gens du bas du fleuve, quand vous avez commencé à boire dans les bars à 14 ans, comme nous La autres. Laurentide? Non, c'était pas de la Laurentide. Ben oui, dans les bars, oui. Mais quand on buvait en dehors des bars, dans nos appartements, au cégep, tout ça, hey, on buvait de la shit pareil. Tu te rappelles-tu de la Old Milwaukee Best, la Milwaukee Best, la Old Milwaukee, la Wildcat, la Bose Double Dry, man. De un, je veux juste souligner une chose. Pour les gens qui ne savent pas, je viens d'une famille de brasseurs. I know. La Bose Double Dry, c'était mon père qui l'embouteillait. Pour vrai? C'est pas une joke. J'ai pas entendu le nom de la Bose depuis. Elle était bien bonne, la Bose Double Dry. Non, mais c'est parce que dès que tu l'as dit, mon cerveau, je me suis rappelé. Parce que ma première job d'été, c'était sur la shop d'embouteillage de mon père quand j'avais 13-14 ans. Donc, je fermais les boîtes de. T'as déjà eu une vraie job? J'ai déjà eu plusieurs vrais jobs, en fait. OK. Donc, puis non seulement ça, mais mon père m'avait dit que ma job, je n'étais pas payé pour la faire, mais il fallait que je la fasse. Eh boy, aujourd'hui, ton père, il y aurait Jean Boulette sur le dos. Ben, il disait, si tu vis chez nous. Ah, OK. OK, d'accord. Fair enough. Mais c'était les bières cheap qu'on buvait à l'époque, vraiment pas cher. C'est l'entrée de gamme de la bière, puis tous les jeunes de notre âge à cette époque-là, on avait bu rien qu'en masse. La Pabst, j'ai tout le temps classé ça dans ce genre de bière-là. Tu es en train de me dire, je suis dans le champ, c'est une bonne bière pour vrai? Elle n'est pas déplaisante à boire. Moi, j'aurais pensé que ça. Moi, je l'associais dans ma tête à de la Laurentide, puis je déteste la Laurentide en termes de goût. La Laurentide qui était en fait la Molson Canadian marketée différemment au Québec. Yep. Molson Canadian aussi, je ne suis pas capable. Mais je pensais que ça c'est comme la Laurentide, mais ça. Mais en fait, les recettes de bière que tu as, qui apparaissent aux États-Unis à cette époque-là, c'est justement tes entrées de gamme. Parce que les Américains ne connaissent pas les IPAs. Ils ne connaissent pas les bières, les stouts, les bières beaucoup plus lourdes, beaucoup plus fortes. Et les Américains commencent, pour introduire les Américains, il y a énormément d'expérimentation dans l'industrie de la bière. Et rapidement, à la fin du 19e siècle, il y a une industrie de la bière qui émerge. Et là, les tempérants, ceux qui sont pour la prohibition, leur nom, c'est les Dries, parce qu'il faut que tu assèches le fun que les gens ont. C'est à peu près ça. Ça fait une éternité que les gens font chier avec des lois. Là. Ça, c'est pas nouveau. Là. C'est pas arrivé au début des années 2020. Oui, mais en plus, ici, il y avait comme une sorte de spin. C'est que tu avais des caribous américains. Oui, ça existe. Mais eux, ce qu'ils disaient, c'est regarde tous ces immigrants-là, c'est eux qui amènent l'alcool au pays. Regarde toutes les compagnies. C'est pas une joke. Ah non, t'es pas sérieux? Non, c'est absolument vrai. Les compagnies de bière, ils ont des noms allemands. Pabst. Budweiser. Ils sortaient Anheuser. Ils sortaient Busch. Ils sortaient tous les noms allemands. Garden, Bitburger. C'est ça. Oui, c'était des Allemands. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le mouvement prohibitionniste était particulièrement intelligent. Le Burt Wheeler, qui était le grand chef du Temperance League, lui, il servait des immigrants tant pour dire qu'il faut la prohibition parce qu'il s'en servait pour dire, regarde, les méchants immigrants viennent avec l'alcool, et donc il faut la prohibition. Puis là, voir que les Américains, eux autres, buvaient pas. Là, mais après ça, il allait voir les immigrants pour les convaincre de voter pour la prohibition. Il disait, regardez les dommages que l'alcool fait chez vous. Votez pour la prohibition pour protéger vos communautés immigrantes. Le gars, il était comme un opportuniste absolu. Il voulait vraiment juste abolir la consommation d'alcool. Mais tu avais une section importante de gens qui étaient qui connectaient le sujet de l'immigration. Donc, tu sais, des fois, des sujets reviennent à travers le temps, connectaient le sujet de l'immigration à l'alcool. Mais la chose qui est assez cool dans cette histoire-là, c'est qu'à cause de l'émergence de l'industrie de la bière, puis la bière étant beaucoup plus petite, beaucoup plus basse en teneur d'alcool que les spiritueux, l'industrie de la bière, elle, se présentait comme la boisson de la prohibition. Donc, avant le 18e amendement, eux autres, ils disaient, écoutez, c'est le whisky qui est mal, mais la bière, c'est correct. Ce n'est pas une boisson enivrante, la bière. Il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui s'est mis chaud avec la Laurentide. Exactement, apparemment. Mais écoute, l'idée, c'est parce qu'il le présentait avec une autre spin. Donc, à l'intérieur de l'industrie
de l'alcool en général, tu avais en fait des sous-sections et les brasseurs ne voulaient pas être considérés de la même manière que les distilleurs étaient considérés. Donc, tu avais des industries différentes qui parlaient au gouvernement différemment. Et quand le 18e amendement passe, ultimement, donc en 1919, et en fait, les gens qui avaient proposé le 18e amendement pensaient que ça n'allait pas passer parce qu'il faut que tu aies un certain nombre d'États qui ratifient l'amendement. Puis le gars qui avait proposé, en fait, c'était un wet, ceux qui voulaient avoir du fun. Ça, c'est le nom de ceux qui étaient contre la prohibition. Celui qui avait proposé que ce soit un amendement constitutionnel, c'était un wet. Et il se disait, il n'y a aucune chance qu'il soit capable de passer ça dans le délai de prescription. Et il s'est fait baiser. Okay? Ben voyons, toi. Oui, c'est l'histoire, fondamentalement, c'est ça. Mais le problème, c'est que l'amendement est écrit d'une manière un peu weird. Si tu lis l'amendement constitutionnel, il ne dit pas que l'alcool est interdit. Il parle de boissons enivrantes. Et à cause que la définition demeure un peu vague, il faut ensuite que tu aies une loi du Congrès qui définit qu'est-ce qu'une boisson enivrante. Est-ce que 3,2 % d'alcool, c'est enivrant? Est-ce que 0,5 c'est enivrant? Donc, tu as eu deux phases, en fait, Ouais, on dit textuellement, là, je l'ai devant mes yeux, là, le document, intoxicating liquors. Yep. C'est quand même flou, là. C'est très flou. Puis la question, c'est que les gens ne savent pas ça, mais si tu prends du jus de pomme, il y a une teneur en alcool dans un jus de pomme. Tu prends un Rougemont à ton épicerie, il y a une teneur en alcool dans le Rougemont. Bon, tu ne saouleras pas avec ça, je te garantis, mais il y a une teneur en alcool qui n'est pas zéro. En fait, tout processus qui vient avec un minimum de fermentation implique de l'alcool. Et la réponse... Ben, mettons que tu fais du levain chez vous, là. Tu pitches de la farine avec de l'eau et un peu de sucre dans un bocal, là. Puis après une couple de jours, ça se met à faire de la broue puis ça sent l'alcool. C'est parce qu'il y en a dedans. Exactement. Mais comme tu as de l'alcool pas mal partout, la question, c'est quoi une boisson enivrante? Fait que le Congrès passe, après que l'amendement soit ratifié, ce qu'on appelle le Volstead Act. Et le Volstead Act définit à cette époque-là 0,5 comme la limite. Et donc, c'est pour ça que tu pouvais avoir des sodas un peu, genre des Casal Domingo, encore une fois, un produit que je connais beaucoup. Les couleurs. Les couleurs, mais les couleurs, ça serait non enivrant. Donc, ce n'est pas une boisson enivrante, mais une bière le serait. Et donc, quand la prohibition passe, toutes les industries, donc la première version qui passe, toutes les industries se font attaquer par la législation. Et tu as, à toute fin pratique, une prohibition sur la vaste majorité des produits d'alcool, sauf en passant pour les gens qui détenaient des stocks d'alcool. Donc, si tu en avais, tu n'étais pas obligé, tu n'avais juste pas le droit de les vendre. Et il y avait un restaurant à New York, apparemment, qui avait storé pour 150 ans de whisky. Oui, il est encore en vie aujourd'hui. Il avait storé pour 150 ans de whisky. Et je pense pas qu'il le vendait, justement. Je pense qu'il le donnait aux clients, quelque chose comme ça. Il y avait des histoires un peu étranges. Le vin de messe n'était pas interdit non plus. Donc, si tu avais du vin pour les messes, c'était correct. Si les curés, il y avait la main mise sous l'État. En fait, il y a une joke particulièrement connue qu'il y avait beaucoup de rabbins qui étaient des rabbins O'Shaughnessy ou McCollin, ou avec tous des noms Irlandais qui s'improvisaient comme rabbins, mais que c'est documenté, donc je n'invente pas des choses, mais que vraiment, il y avait des gens qui trouvaient des manières créatives d'utiliser les quelques exceptions. Mais de tous les vendeurs légaux, parce que tu en as plein d'illégaux, puis j'avais une photo juste après, puis elle était quand même assez cool, la photo, là. C'est Rum Row, c'est-à-dire qu'à la frontière des eaux internationales, il y avait beaucoup de gens de la Nouvelle-Écosse, des Bahamas, des Bermudes, qui allaient proche de la côte américaine, mais juste assez loin pour que la garde côtière ne puisse pas venir. Et si des navires américains voulaient venir les rencontrer, il y avait une rangée de bateaux qui vendaient de l'alcool. C'est pas Sleeman qui avait fait des publicités comme de quoi que leur passé un peu trouble, criminel. Je pense que c'est Sleeman qui avait des pubs sur le temps de la prohibition de leur bar. Ben écoute, oui, puis non seulement ça, mais il y en a un autre comique. Dans les recensements du Canada pour 1931 puis 1921, il y a un nombre anormalement élevé dans certains comtés canadiens de ce qu'on appelle seed dealers.
Et Les ils vendeurs de disparaissent. graines. Les vend- Mais ils sont tous dans des comtés limitrophes avec les États-Unis. Et après la prohibition qui se termine, dans le recensement de 1941, ils redeviennent exactement comme ils étaient avant. Donc, tu avais des gens qui n'étaient pas vraiment la vraie catégorie, mais qui étaient fondamentalement des bootleggers à la frontière. Mais celui qui est plus connu, parce qu'avec la frontière, c'est plus difficile d'imaginer des gens qui traversent le bois ou qui laissent des dépôts. Mais Rum Row, on a des photos comme des gens qui attendent sur le bord de l'eau puis qui faisaient des quais artificiels pour vendre l'alcool. C'est absolument fascinant. Ben, les humains ont besoin de leur alcool. Hein? C'est assez fascinant. Quand t'arrives, tu dis, on va vous interdire ça, tu dis, try me, man. Ben, écoute, surtout sur quelque chose d'aussi facile à produire. C'est pas comme. Ben écoute, juste pour te donner une idée, parce que là, ce que tu viens de dire, c'est de l'élasticité. Le prochain graphique, c'est on a trouvé des manières d'estimer la consommation d'alcool. Puis, en gros, là, sur le graphique, pour ceux qui sont au visuel, là, je vais le décrire, puis en même temps, je vais essayer de le décrire d'une manière que les gens à l'audio peuvent le voir. On a des données sur le nombre de décès liés à de la surconsommation d'alcool, mais aussi ce qu'on appelle alcoholic psychosis, donc des gens qui sont inebrés. Des arrestations pour, voyons, Drunkenness. c'est public, quand tu es... T'es chaud en public. T'es chaud raide. T'es chaud raide en public. Et aussi, les décès par cirrhose du foie. Et si on a les données sur la vraie consommation d'alcool, dans la période que c'était légal, et qu'on regarde ces autres indicateurs-là, on peut prédire sur la base de ces autres indicateurs-là qu'est-ce que la consommation d'alcool aurait vraiment eu l'air. Moi, j'ai l'impression que la prohibition, ça a duré 5 ans. Avec les graphiques comme ça, là, tu me demandes, est-ce que la prohibition a eu un effet? La réponse est oui. L'effet a été maintenu pendant combien de temps? À peu près 5 ans. Parce que tu vois que les cirrhoses du foie baissent, mais ils se mettent à remonter. Mais ça, c'est une donnée qui a un lag dedans. Mais tu vois, les morts par alcoolisme, écoute, en 1928, on revient au niveau qu'on avait avant la prohibition. Non, toi, tu regardes Alcoholism Death. Alcoholism Death, je pense pas que c'est le bon parce que tu as plein de gens qui meurent à cause d'alcool frelaté qui sont dangereux. Ah oui, t'as raison. Donc, si tu regardes les cirrhoses du foie, donc celui qui est des petits cercles, si c'est la bonne mesure, parce que on peut pas être... Elle a un délai. Je veux dire, pas parce que tu bois que tu as une cirrhose, là, ça prend peut-être 10 ans à se développer. Ouais, c'est ça. Là, tu as comme plein de difficultés comme ça. Mais mettons que ce qu'on voit, c'est que si j'enlève les morts... OK, je te concède. L'alcool frelaté a fait du dommage. Là. Exactement. Mais si je prends les autres, là, la consommation d'alcool a peut-être chuté d'entre 40 à 60 %. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'il reste entre 40 et 60 % de ce qui était consommé avant. Et ça, c'est en gros te dire que mettre une taxe de 100 % sur l'alcool, parce que c'est ça que c'est fondamentalement. En fait, c'est une taxe à l'infini sur l'alcool. C'est que si tu le même pas capable de ramener la consommation à zéro. Tu ne peux même pas capable de le ramener à zéro. Tu mets un prix égal à des sentences de prison dans certains cas si tu es un distributeur, mais des sentences assez importantes si tu consommes tout simplement. Donc, si tu es attrapé à consommer en dehors de ton domicile, c'est quand même des fois des amendes, salées. Mais écoute, moi, je trouve tellement le graphique cool pour une affaire, c'est que on a tout le temps l'impression, quand on dit, OK, là, on a un problème, OK, il y a trop de consommation d'alcool. Fait que là, tu te dis, pourquoi qu'on a un problème? Ben, il y a trop de gens qui sont chauds en public, qui causent des accidents, qui créent des actes violents, puis même que ça dégénère en meurtre éventuellement parce qu'il y a trop de consommation d'alcool. Fait que tu prends les cas extrêmes, tu dis, OK, tu me vends ta nouvelle loi avec tes cas extrêmes, où est-ce que ça augmente la violence puis le nombre de décès. Fair enough. Ce que tu te rends compte, par contre, c'est que la loi ne ciblait que des gens qui n'avaient pas de problème de consommation. Fait que monsieur, madame, tout le monde qui consommait de l'alcool bien tranquille puis qui n'avait pas de problème de consommation puis qui ne créait pas de violence, eux autres ont diminué grandement leur consommation. Et ceux-là qui étaient très dépendants aux produits, qui causaient toute cette violence-là ou tous ces accidents-là de leur côté, eux autres sont tellement dépendants aux produits qu'ils continuent à en prendre pareil, même si c'est prohibé. Puis en bout de ligne, le stock qu'ils consomment est même de piètre qualité, ce qui amène autant de décès qu'avant, assez rapidement. Fait que tu te dis, le problème que tu voulais régler, là, tu ne l'as même pas réglé, première des choses, mais tu as fait chier tout le monde, par exemple. À peu près, oui. Puis je rajouterais un truc assez important à ce qui est dit. Ceux qui ont arrêté de consommer, c'était tous des gens qui... Yann, je sais que toi, tu ne consommes pas régulièrement. Je sais que tu es consommateur occasionnel.
Moi, je Ceux suis qui ont consommateur de produits non alcooliques, en fait. Bon, ben, toi, si tu en prends une de temps en temps, c'est des gens comme toi qui ont arrêté de boire pendant la Ouais, prohibition. Par exact. contre, des gens qui, un peu comme un économiste virginien avec pas de cheveux, qui aiment consommer. Je vais au bar une fois par semaine, OK? Donc, mettons ça au clair. Tout J'aime. ça. Le pire, ça doit être un esti de bar old school, man, que tu vas te parler avec des bonhommes là, au bar, puis à la limite, ils ont encore le droit à cigarette, tout ce qu'ils sont. Là. I will answer no questions on this matter. C'est sûr, man. Ça doit être le bar le plus miteux de la gang. Là. C'est clair. Écoute, il y avait un bar au métro. Il y a des gens qui vont reconnaître la référence. Si tu vas dans le métro Longueuil, il y a un bar qui est littéralement entre les 2 étages pour aller prendre le métro vers Montréal. Mais c'est sur le chemin du retour. C'était mon bar préféré jusqu'à ce qu'il ferme. Et dans ce bar-là, il servait notamment des langues de porc dans le vinaigre. Et Ben oui. Des langues de porc dans le vinaigre, des gros morceaux de fromage dans le vinaigre, puis un plat avec des pinottes à écailler. Exactement. Et ça, c'était mon bar préféré. Donc, je vais laisser ça de côté. C'est que je t'avais bien saisi, man. Tu m'as très bien saisi. Écoute, comme avait dit un de mes collègues à l'Institut, Vincent Giloso, c'est le colon le plus éduqué de la province de Québec. J'ai toujours gardé je vais accepter cette étiquette-là jusqu'à la fin de mes jours. Mais dans la consommation, la personne qui était un consommateur invétéré, qui consomme énormément, lui, il n'a pas beaucoup réduit sa consommation. Ceux qui ont réduit, c'était les consommateurs occasionnels, ceux qui buvaient de manière vraiment, par exemple, à Noël, au Nouvel An, à Pâques, et eux ne posaient aucun problème fondamental. Donc, tous les problèmes qui étaient supposés être réglés par la prohibition ont été largement non réglés. Ouais, puis on voit même que ça a été amplifié du côté de l'alcool frelaté. Là. Je pense que je ne l'avais pas vu de même au début, là, mais c'est plus qu'évident que ça a créé du dommage terrible, cette affaire-là. Là. Oui, puis c'est dur d'avoir des données, mais on a des histoires, des anecdotes qui sortent de gens qui sont devenus aveugles après avoir consommé de l'alcool parce que, ben, si tu fais ça dans une baignoire, puis que le processus n'est pas contrôlé, il y a des très, très bonnes chances d'empoisonnement avec des conséquences assez graves. Donc, tu fais ça avec des pleurs de patates. Là, ben, c'est surtout que tu as besoin d'un environnement contrôlé et sanitaire. C'est pas comme. Ouais. Je comprends que l'alcool, ça sanitise certaines choses, mais, pas toutes. Mais c'est pas comme un processus qui est sui generis, génère aucune bactérie. Tu sais. Il y a quand même, je le souligne, de la fermentation qui est impliquée. Et donc, il y a des petites conséquences, mais aussi ça peut prendre feu. Donc, tu as des gens qui avaient des accidents lorsqu'un homemade still. Kaboom! Oui. Tu as des gens qui, en fait, avec les fumes, il y a des cas d'enfants qui sont morts avec les odeurs. Ouais. Donc, disons, la journée qu'il y a un marché noir qui se trafique, ça amène de la violence, ça amène. Tu sais, je veux dire, le commerce volontaire entre des individus et des entreprises, c'est des transactions qui se font aux yeux de tous. Il n'y a pas de police impliquée, il n'y a pas d'armes à feu, tout est beau, tout est fin, tu payes même des taxes à la fin. Mais le commerce illégal, c'est pas tout le temps jojo. Là. Non. Puis écoute, le commerce illégal, tout comme le commerce légal, a besoin de mécanismes d'adjudication des différends. Et dans le monde criminel, c'est des modes extra-légaux d'adjudication des différends. Exactement. C'est la manière la plus sophistiquée d'en parler de pantoufles en ciment dans l'histoire. Ben, écoute, il y a un article que j'aime énormément de Jeffrey Myron et il parle exactement comme ça. Extra-legal adjudication mechanisms. J'étais là, quand j'ai lu ça la première fois au doc, j'étais là. Oh, well, that's a nice way to say someone got shot. Les euphémismes d'économistes sont bons. Mais écoute, pendant la production, la question, c'est que qu'est-ce qui s'est passé avec les brasseries? Il y a plein de gens qui pensent à toute la production illégale, mais le gars qui avait une brasserie légale et qui avait son nom sur l'usine, qu'est-ce qui s'est passé avec son usine? Ben, ce que tu vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont converti à des coolers, des bières, des sodas, donc des near beers. C'est-tu vrai, là, cette pub-là de Pabst? Une des choses qui se convertissait, c'était le fromage. Parce que beaucoup des infrastructures que tu as besoin, si tu fais de la bière,
pas parfaitement, mais se recoupent un peu avec le type d'installation que tu as besoin pour faire certains types de fromages. Et donc, Pabst, pendant les années 20, une des choses qu'ils font, c'est du fromage. Et donc, ils ne ferment pas au complet. Il y a encore des anciennes brasseries qui ont encore, en soit dit en passant, d'anciens équipements qui sont juste en inventaire. Et il y en a qui font même le pari que la prohibition va se terminer éventuellement. Donc, Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. Moi, je trouve que ça a l'air de gens qui ne croyaient pas que ça allait durer très longtemps. Ben, il y avait le Si restaurant que je te parlais tantôt. Ben, tu sais, si tu as des installations pour brasser de la bière, des spiritueux, puis tout ça, puis là, tu dis, ben, tu sais, ça a quasiment, on dirait un truc COVID un peu, là. Tu sais, on va faire du gel pour se laver les mains. Tu sais, tu fais pas, tu réorientes pas ta production vers de quoi d'aussi différent si tu penses pas que ça va être temporaire, tant qu'à moi. Sinon, tu essaies de liquider ce que tu peux, puis tu te pars une nouvelle business ou je sais pas, là, mais tu sais, ça avait l'air à du monde qui avait pas l'air de croire que ça allait durer très longtemps. Ben, la pub pour les gens à l'audio, là, c'est une pub de Pabst. For the hurried after-school lunch, give him easily digested Pabst. Ils ont rajouté ETT à la fin. C'est un genre de fromage en canne à tartiner qui est fabriqué. Là. Mais si tu regardes juste en dessous, il écrit « more than cheese ». Ouais, pourquoi? Hein? Ben, parce qu'il y a un petit goût qui vient avec, qui te rappelle peut-être certains goûts de bière. C'est ça que le livre dans lequel j'ai commencé à faire ces recherches-là un peu parlait, c'est qu'il y avait des goûts qui s'imitaient, donc les gens qui aimaient le goût pouvaient se commémorer dans Pabst It's more than cheese. Ils disent dans leur description, je le vois, là, It is not cheese, but more than cheese, made by a process which conserves the nutritive value of the whole milk, the milk, sugar, milk proteins, and bodybuilding milk, minerals, elements lost in cheese making. It is digestible milk, more nourishing than milk, a valuable regulative food. C'est pas clair, nos affaires. Là. Il y avait un autre en passant qui était très intelligent. Il vendait une brique de raisin. Et avec la brique de raisin, il disait « Ne faites pas la chose suivante, sinon ça deviendra du vin. » Techniquement, il ne vendait pas. Techniquement, il ne vendait pas du vin. Ben oui, c'était une mise en garde. C'était une mise en garde. C'était du consumer safety. L'humain est tellement créatif pour contourner des lois idiotes, c'est l'enfer. Absolument. Absolument. Mais en gros, l'industrie n'a pas disparu. Et tu avais quand même un certain nombre de brasseries qui existaient encore en 1933. Mais là, tu peux t'imaginer que si je dis 33, c'est passé en 19. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Tu as les années 20, fait qu'il y a des gens qui, un peu comme je disais cette semaine après la députée qui avait dit « Ah ben là, il s'amuse un petit peu trop. » Il y a toujours quelqu'un quelque part qui n'est pas content que quelqu'un, d'une certaine manière, réussisse à avoir du fun. Les années 20, c'était des belles années de fun, mais il y avait du monde qui voulait gâcher le party. Mais vient 1929, la dépression, et tu as énormément de... Tu as une convergence de tous les facteurs qui mènent à la popularité des Wets. En fait, en 1928... C'est de là que vient... Je vois, excuse-moi, mais dans l'autre pub, on parle de ginger ale. C'est pour contourner un peu les gens. C'est pour que les gens qui ont l'habitude de boire de la bière, justement, puissent boire quelque chose. Le ginger ale viendrait de là, un peu? Ale, c'est un type de bière. Ah non, c'est ce que je sais. J'avais compris. La bière. Root beer aussi. Bière de gingembre, bière d'épinette, tout ça, c'est bière de racine. Ça aurait été créé probablement pendant cette époque-là. Toutes les sodas que tu... En fait, la raison que... Je ne sais pas en quelle, par exemple, quand est-ce que Stewart's ou Roots sont apparus, donc je ne veux pas me prononcer sur chacune des marques, mais une des choses que les brasseries faisaient à cette époque-là, c'est qu'ils se déplaçaient rapidement dans l'industrie des sodas, largement parce qu'il y a beaucoup de juxtaposition entre la technologie de produire du soda, pas, encore une fois, pas une juxtaposition parfaite, mais une juxtaposition partielle entre tu produis du soda ou tu produis de la bière. Donc, tu as beaucoup de compagnies de bière qui faisaient des sodas pendant la Grande Dépression. Et c'est parfois ce que tu vas trouver, apparemment, c'est qu'il y a des marques de soda qui préexistaient les brasseries, mais qui ont fait des ententes avec des anciennes brasseries pour qu'eux fassent l'embouteillage de leurs produits. Donc, tu avais des sortes de produits comme ça qui émergeaient.
J'ai posé la question à GPT, voir si la bière d'épinette, la bière de gingembre ou la racinette sont apparues avant. Et oui, c'est avant. La bière d'épinette, c'est 17e siècle par les Britanniques puis les Amérindiens. Ça remonte chez les marins britanniques qui l'utilisaient pour prévenir le scorbut, vitamine C. Oui, mais moi, je parle des marques. Alors, si tu regardes, genre, cherche Roots, Barks. Puis la racinette, juste pour finir là-dessus, dérive des préparations médicinales des Amérindiens et des colons européens, 1870. Ouais, puis l'autre, c'est en Jamaïque. Là. Puis Charles Ayers a commercialisé la première root beer prête à boire, Ayers Root Beer, dans les années 70, 1870. Pendant la prohibition, la racinette sans alcool a gagné encore plus en popularité comme boisson de remplacement. Fait que c'est probablement plus la popularité qui a augmenté rendu là. Puis la bière de gingembre, créée en Angleterre vers la fin du 18e siècle, à l'origine, elle contenait de l'alcool, fermentation du gingembre, sucre et levure. La version sans alcool est devenue populaire au 19e siècle et a connu un boom pendant la Prohibition car on la vendait comme alternative aux boissons alcoolisées. Fait que c'est la popularisation des produits plus que la création de ces produits-là. Ben écoute, regarde, juste pour le fun, j'ai regardé les grandes marques de root beer. La plus populaire aux États-Unis, c'est Stewart's. Founded 1924, Mansfield, Ohio, Frank Stewart. Started as a drive-in in the restaurant. Donc, tu as certaines des marques qui ont émergé pendant la Prohibition. Puis je pense que celui que je te parle, là, il a fait des ententes avec des brasseries pour de la distribution, pour l'embouteillage, excuse-moi. Je pense que c'est de lui que j'ai... Là, je ne cite-moi pas sur le détail, mais que c'est lui qui a embauché des compagnies, des anciennes brasseries pour faire l'embouteillage de Stewart's Root Beer, qui est d'ailleurs une très bonne root beer. Bon, donc là, on arrive à la fin de la Prohibition. Oui, ben la Grande Dépression arrive. Puis tu sais, c'est quand même assez cool parce que 1928, tu as une élection où est-ce que les démocrates présentent un gars qui s'appelle Al Smith, qui est un wet, super méga wet. Puis il dit que la prohibition, c'est de la merde. Puis il gêne même pas. Ouais, puis il se fait rincer. Et ça, by the way, hein, je regardais pendant que tu parlais tantôt le vote, là, de quand ça a été voté au Congrès puis au Sénat. Puis c'est full transpartisan, cette affaire-là. Je peux donner les chiffres là, pour les gens qui s'intéressent. Donc, le vote au Congrès pour le 18e amendement, pour la prohibition, ça passe à 282 contre 128. Les démocrates, 141 pour, 64 contre. Les républicains, 137 pour, 62 contre. Et au Sénat, le vote passe à 65 contre 20. Les démocrates à 36 % pour, 12 contre. Républicains, 29 pour, 8 contre. Fait que tu vois que la prohibition était dans deux camps. Il y avait des promoteurs de la prohibition dans les deux partis politiques. Oui, c'était un bipartisan issue, ça. Puis c'est surtout la guerre qui a donné un gros impetus pour que ça passe de certains États qui interdisent à la prohibition nationale. Mais 1928, le candidat Wet, Al Smith, il perd. Tout le monde est convaincu qu'en fait, il n'y a aucune chance que la prohibition se termine. La Grande Dépression arrive, puis ce que tout le monde pensait qu'allait être le consensus disparaît en un an. Tu as un gros déficit, tu as des problèmes d'emploi, tu as des industries qui sont en effondrement. L'effondrement est concentré dans des États agricoles où est-ce qu'ils font du maïs, des grains. Tiens donc. Et tu as l'élection d'après. Roosevelt se présente et il défend notamment la fin de la prohibition. Et il gagne. Et ça doit tellement être hot d'être élu président des États-Unis en permettant aux gens de boire, finalement. Ben écoute, c'est la meilleure chose. C'est l'élection avec le plus gros party ever. C'est la meilleure chose dans la colonne des choses que FDR a faites. Et je pense que c'est la seule chose dans la colonne avec gagner la Deuxième Guerre mondiale que je lui donne. Le reste, je ne lui donne rien. OK? Puis on a déjà fait un épisode sur la Grande Dépression. Je ne suis pas du tout un fan de FDR, à l'exception de ces deux choses-là, qui ne sont pas des menus choses, soyons clairs. Boire et battre les nazis, je suis d'accord. Écoute, pour moi, ça s'équivaut avec toutes les mauvaises choses qu'il a fait. En plus, tu peux les faire ensemble. Encore. Il y a une couple d'Irlandais qui s'essayent des fois, je pense, dans des bars à quelque part. Bon. Laisse-moi ça de côté. Les Fighting Irish, man. Ben, la chose qui est cool, c'est que
comme... J'ai du Saint-Irlandais dans le monde. Je vais laisser ça de côté, là. Fait que FDR gagne. Le nouvel amendement est proposé et il faut que les États le ratifient. Donc, qu'est-ce qu'on fait en entre-temps? On ne peut rien faire tant et aussi longtemps que l'amendement n'est pas ratifié. Et il est seulement ratifié en décembre 1933. Par contre, on peut changer la loi qui dit c'est quoi une boisson enivrante. Fait que dès que le Congrès s'assoit, il décide de changer la loi sur les produits enivrants, donc le Volstead Act, et il dit, sais-tu quoi? 3,2 % d'alcool, c'est pas enivrant, donc la bière, et ça mène le Beer Act. C'est là que la Coors Light t'a apparu. Tu commences à voir où est-ce que l'histoire s'en va. Et ce qui se passe, c'est que tu as une première relaxation qui se fait en mars-avril 1933. C'est pour ça qu'ils boivent de la pisse de même, les Américains, c'est qu'ils se sont habitués à boire de la bière à 3,2. Attends, c'est pas fini. En fait, éventuellement, la prohibition est arrêtée là, au complet, mais les États peuvent garder leur prohibition locale. Donc, il n'y a pas d'interdiction sur, disons, l'Alabama de faire en sorte que personne ait du fun. Puis c'est typique, c'est l'Alabama. Anyways, qu'est-ce que tu veux faire là-bas? J'y étais il y a quelques semaines. C'est plate à mort. Je m'excuse, là. There's no such thing as Sweet Home Alabama. So I'm really sorry. There's just no way around it. Mais le Beer Act passe, puis c'est assez cool qu'est-ce qui se passe dans le Beer Act, parce que du jour au lendemain, là, dès que la loi passe, puis je pense que c'est le 7 avril 1933, tu as 600 brasseries aux États-Unis qui ont ouvert. Puis là, il faut dire que le whisky est encore interdit, mais il y a de la bière à 3,2 qui est permise. Exactement. Fait que pour quelques mois en 1933, tu as une période où le 18e amendement n'est pas repealed, mais l'application de ce quoi une boisson enivrante est relaxée. Et donc, tu as comme à peu près 8 mois de libre consommation de la bière. Hey, je viens d'apprendre de quoi, moi? Le 3,2 %, c'est par poids ABW, ce qui équivaut à environ 4 % par volume. Exactement, il y a eu même un débat donc, dans le livre. Parce que les Coors Light et tout ça, c'est tout 4 % aux States. Parce que, tu sais, j'étais là, 3,2 %. Je connaissais pas de bière qui avait vraiment 3,2 %, mais j'étais là, qu'est-ce que c'est Bud Light, Coors Light, toutes les astis de light qu'il n'y a pas là, aux États-Unis sont toutes à 4 %. Mais finalement, le 3,2 % par poids est vraiment l'équivalent de 4 % qu'on a aujourd'hui par volume. Exactement. Donc, ils avaient... Le fameux 4 %, cette loi-là là, de 1933, elle traîne encore dans les habitudes de consommation des gens aujourd'hui. Exactement. Donc, ce que tu as eu, c'était un processus de négociation. En fait, pendant un moment, il y avait une discussion, est-ce qu'on le met à 5 % parce que ça permettait des vins qui étaient plus légers. Mais là, la raison que ces vins-là poussaient, c'était quel État tu penses qui poussait pour ça? La Californie. Donc, tu as eu du bargaining entre les différents sénateurs et députés pour comment est-ce qu'on définit la loi. Le compromis arrive à on fait 3,2 %. Mais dans les détails de la loi, il y a quand même des choses assez hautes qui se passent comme pourquoi genre 3,2 puis pourquoi les caractéristiques sont comme ça? Ce que tu vois, c'était que si t'étais, puis là, dans le livre, mais aussi dans les articles scientifiques, parce que le gars, il a écrit le livre pour qu'il soit grand public. Donc, si vous voulez vous acheter le livre, il n'est pas particulièrement cher. Il est même très... Il est en anglais, là, mais il n'est pas cher. Mais il explique grand public ce qui est dans des articles savants qui sont moins accessibles parce que tu as 50 pages de discussion, de la méthode. Il évite tout ça. Le livre est absolument accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Mais une des choses que tu trouves dans l'article, dans un des articles, c'est que les manufacturiers, les brasseurs qui avaient gardé leur near beers ou qui faisaient encore du soda avant la fin de la prohibition, eux ont eu un gros avantage initial sur le marché. Et tellement important initialement que, c'est là que j'en parle un peu dans une des slides après, c'est que ça facilite indirectement la collusion. Donc, la manière dont la loi est faite
facilite une grosse concentration dans l'industrie parce que tu interdis des formes de compétition, mais aussi ils doivent payer certaines taxes à l'État, ils doivent fournir certains revenus. La taxe est très élevée. Puis il y a même un paradoxe. Il y a un historien de l'alcool aux États-Unis qui disait Strangely, it was easier to drink during Prohibition than after. Parce que tu as eu la multiplicité de toutes ces règles locales-là qui ont été ajoutées, plus une très lourde taxation sur ça. Et donc, en fait, étrangement, le cadre qui a émergé dans les 30-40 années subséquentes était beaucoup moins rendait l'alcool était plus efficace pour réduire la consommation d'alcool que la prohibition l'était pour chaque dollar dépensé parce que tu avais trop de cadres réglementaires. Personne ne voulait vraiment entrer dans l'industrie pour ces choses-là. Donc, tu as l'émergence d'une... J'ai demandé les bières les plus populaires à ce moment-là, en 1933, pour respecter le 3.2. La brasserie qui était la plus prête des mois d'avance, Budweiser, Anheuser-Busch. Donc, c'est vraiment eux autres qui étaient sur les blocs de départ. 7 avril 1933, c'est un train entier de wagons Budweiser qui quitta la brasserie de Saint-Louis pour livrer la première bière 3.2. Rappelons que le 3.2, c'est 4% aujourd'hui parce que c'est une méthode de calcul qui est différente. La Schlitz, the beer that made Milwaukee famous. The champagne of beers. Non, ça c'est Miller's, excuse-moi. C'est Miller's. Okay. Était l'une des plus grosses brasseries américaines avant la prohibition. Dès la légalisation partielle, Schlitz redémarre rapidement sa production. La Pabst Blue Ribbon, un autre géant de Milwaukee. PBR bénéficiaire de sa forte reconnaissance pré-prohibition. Miller High Life, déjà populaire en 1920. La brasserie Miller reprit sa production en avril 1933 en adaptant les recettes au nouveau seuil. La Yuengling, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, peu importe. Le 7 avril 1933, Yuengling célébra la fin de la prohibition partielle en envoyant une caisse de sa Winter Beer à Roosevelt à la Maison-Blanche. Yep. Ballantine Ale. Ballantine, brasseuse du New Jersey, relança ses ales et lagers sous la forme 3.2. Cette marque a connu une grande renommée jusqu'aux années 1960. C'est pas mal les gros noms qui ressortent à cette époque-là. Puis il y a de ces gros noms-là qu'on les connaît aujourd'hui encore. Là. Ben, tu vois, en fait, ce qui est assez cool, c'est que, puis là, tu sais, j'en parle un peu dans les slides, mais tu sais, je n'ai pas besoin de faire toutes les slides, Frank, pas besoin de les remettre. Il y en a juste il y en a juste deux autres que je vais te demander de remettre, là, la 11e puis la 13e. Mais ce que tu décris, il faut quand même que tu te penses que quand la réglementation, la nouvelle réglementation est mise de l'avant, ben, il y a des joueurs qui ont... La loi est conçue pour donner un certain avantage à certains joueurs. Tu le vois, ceux qui produisaient de la Near Beer, ces brasseries-là ont survécu plus longtemps ou ont été tout simplement avalées par des plus grosses brasseries. Mais toutes les nouvelles brasseries qui se sont essayées n'ont vraiment pas très bien réussi. Mais surpris, hein? On est surpris. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que là, il y avait des lobbyistes, eux autres. Il y avait des lobbyistes. C'est pas bien d'être lobbyiste. Oui, mais en fait, quelque chose d'aussi cool, c'est que les États pouvaient un petit peu changer quand est-ce qu'ils laissaient la loi en action. Donc, tu as certaines variations dans la date d'entrée en vigueur dans un État du Beer Act. Parce que, et c'est là que tu as quelque chose d'assez cool, c'est que, tu remarques que si ton État a appliqué le Beer Act plus tôt, toutes tes compagnies, indépendamment de s'ils produisaient ou non du Near Beer ou des sodas pendant la dépression, pendant la prohibition, excuse-moi, indépendamment de ça, ils vivent plus longtemps. Donc, si ton État a légalisé plus tard, ton État ne produit pas beaucoup. Tout simplement, donc là, la production se concentre géographiquement dans les États qui libéralisent plus tôt. Je comprends que Milwaukee ont libéralisé très vite, par exemple. Ben, si tu regardes où est-ce qu'ils sont les grandes brasseries américaines à l'époque, ils sont effectivement dans quelques États, lesquels? Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ohio, Illinois, Indiana, New York, Pennsylvania. That's it. That's literally it. Ils sont installés dans ces endroits-là. Mais il y a une autre chose qui est assez cool. C'est comme tu as des variations dans les dates et que tu as certains États qui ne légalisent pas. Tu en as quelques-uns qui ne légalisent absolument pas avant la fin de la prohibition. Mais on peut aussi voir c'était quoi l'effet de la légalisation sur l'activité économique pendant la dépression. Puis, il y a un article, là, c'est la dernière slide qu'il y a de matériel. On a regardé c'est quoi l'effet après quelques mois dans les endroits qui devraient embaucher des gens parce qu'ils vendent de l'alcool.
Bien sûr, on peut inclure les brasseries, mais si tu inclus les autres places comme des bars, des tavernes, des restaurants, des cafétérias, des lunch counters, on oublie que les lunch counters, c'est plus tant populaire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des places bien simples. Là. C'était pas des restaurants, mais c'était quasiment quelque part entre les deux. Là. Les cantines, genre. Les cantines, pas mal ça. Ben, qu'est-ce qui se passe dans l'emploi dans ces endroits-là? Parce qu'ils vendent maintenant, oui, de la bouffe, mais aussi des choses le fun avec la bouffe. Parce que, tu sais, je veux pas être plate, là, mais manger un steak sans whisky, ce n'est pas une vie. Il y a des manières de ne pas vivre. Mais ce que tu regardes, c'est que tu vois que les États qui ont libéralisé plus tôt ont eu des augmentations d'emplois assez importantes. Puis quand tu fais le cumul de l'effet de la libéralisation, c'est l'équivalent d'à peu près 80 000 jobs qui ont été créés pendant la période d'avril à juin. Donc, en l'espace de 2 mois, la légalisation crée à peu près 80 000 emplois. C'est à peu près dans les... C'est assez important en termes d'effet. Et ça explique, puis ça explique à peu près 6% des gains d'emploi dans l'agriculture. Donc, tu sais, pour un secteur assez limité, ce n'est pas tout l'alcool, c'est que la bière. Ben, lui, tout seul, il a contribué quand même à alléger les effets de la Grande Dépression. Puis là, tu sais, c'est en dépit du fait que la loi n'était pas conçue pour légaliser dans le même sens que c'était légal pré-1919. Ouais. Donc, tu sais, c'est quand même assez impressionnant. Puis ça donne des histoires un peu. Puis moi, je peux conclure sur ce point-là que je veux faire. Mais ça montre comment que le retour en arrière est tough. Normalement, on aurait dû dire, tout ce que tu avais à faire, c'est de prendre le 18e amendement et de dire bye-bye. Non. C'est pas ça qui est arrivé. Chaque fois que on a fait ça compliqué. Chaque fois que tu fais une réforme, il faut que tu rachètes des groupes d'intérêt qui sont partisans de la réforme. Puis rappelle-toi qu'on avait fait l'épisode des 3 opinions controversées que j'ai parmi économistes, puis que je dis que tu peux jamais faire des réformes en faisant juste l'argument de pourquoi c'est bien. Il faut que tu achètes le réformé. Ouais, la gestion de l'offre, si tu ne l'aboliras pas, quoique je pourrais avoir tort sur le facteur exogène qui émerge présentement, mais dans le facteur orange. The orange exogenous factor. We call this management supply. Nobody has ever seen some management supply like that before. Écoute, le facteur exogène orange pourrait me prouver tort dans l'exception, mais dans général, il faut que tu achètes le réformé. Il faut que tu le compenses. Ben ici, tous les sénateurs, tous les députés qui étaient dans des comtés où est-ce que les gens étaient pro-prohibition, ben, il faut que tu les compenses d'une certaine manière. Fait que là, il faut que tu fasses de la négociation entre les députés. Après ça, fait que tu permets, genre, l'Alabama de garder sa prohibition, mais tu essaies de trouver une manière de permettre la prohibition au Minnesota, mais le député du Minnesota ne veut pas voter pour la fin de la prohibition si ce que ça fait, c'est que ça aide tous les producteurs des distilleurs, disons, de l'Iowa. Mais non, j'aimerais ça aider mon producteur. Fait que là, on va négocier comme ça. Fait que le processus de négociation mène à tu dois acheter la réforme. Donc, c'est une bonne illustration de pourquoi c'est très dur, une fois que tu as ta main dans l'engrenage de plus d'États, que c'est très dur de l'enlever par la suite. Puis je pense que c'est une bonne illustration de tout ça, en plus de faire, comme on disait au début, le beau mot qu'Yann a appris, quelque chose de evergreen, mais qui, dans ce cas-ci, donne quand même une leçon de quelque chose que je parle fréquemment. C'est mieux de résister ce que l'État fait au début que d'essayer de l'enlever après qu'il ait fait la niaiserie. C'est d'accord. C'est pas mal ce qui clôt la discussion sur la prohibition. Écoute, quel sujet. C'est carrément ça. Hein, ça montre le fameux Ratchet Effect. C'est encore ça. L'État arrive, met une solution, entre gros guillemets, à un problème. Puis là, tu arrives, tu dis, on va abolir le truc. Puis là, après ça, on fait c'est le 21e amendement qui abolit le 18.
Puis là, ben, ouais, T'enlèves jamais au complet. t'enlèves jamais au complet la merde qu'ils ont faite. C'est ça. Quand on va passer à la partie Patreon, ceux qui, elles sont de retour. Donc, ceux qui veulent. La morale de l'histoire, là, fighter avant que les lois soient en vigueur. Mais c'est ça. Mais tout le monde s'en crisse, en fait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? C'est pas une petite loi ou un petit règlement. Pente glissante. C'est ça. Pente glissante. Je sais pas pourquoi elle va être glissante, mais il faut que tu me prouves qu'elle ne sera pas avant que j'embarque. C'est ça. Donc, abonnez-vous au Patreon, ceux qui s'intéressent. Puis il y a toujours une partie, ils sont de retour maintenant, une partie bonus où on discute d'autres sujets. Et ben, on y va de ce pas.